Oui, volontiers. Centre culinaire contemporain de Bretagne. De Rennes, pardon. Et donc, là, vous êtes plutôt sur la R&D. Ah, c'est vrai que dans la présentation précédente, beaucoup de relations ont été faites avec la qualité, très peu avec la R&D. Vous passez vite dessus. Et ni le marketing, ni la stratégie. Alors qu'en fait, on est bien sur un... Et on en reparlera sûrement dans la blockchain tout à l'heure. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Comme tout le monde, la sonnerie. Oui, okay. tout à fait. Je vais essayer de faire un peu mieux même. C'est vrai. Il y aura peut-être, après, ça va peut-être soulever des questions. Donc, le sujet est effectivement un petit peu différent de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Je vais peut-être vous présenter d'abord, je ne sais pas si tout le monde connaît le centre culinaire contemporain, peut-être parmi pas mal d'articles qui sont sortis cet été, mais tout va bien, je vous rassure. Donc, je me permets de le présenter rapidement. Donc, le centre culinaire contemporain. Voilà. Donc, c'est une structure qui accompagne les acteurs des filières agri et agroalimentaires dans leur stratégie d'innovation. La genèse, en fait, pour replacer un peu les choses, initialement, le centre culinaire contemporain faisait partie de la filière produits laitiers au CNIEL, qui avait souhaité en fait valoriser les usages des produits laitiers en cuisine via des cours de cuisine pour les particuliers. Donc la genèse remonte à 1994 où on a commencé à faire du cours de cuisine pour les particuliers avec valorisation de produits laitiers. Très très vite on s'est rendu compte que d'observer les consommateurs en cuisine développait une vraie expertise, et une expertise qui pouvait servir aux entreprises agroalimentaires pour bien comprendre comment le consommateur utilisait ses produits en cuisine et en tirer des avantages, soit pour développer de nouveaux produits parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un manque ou une attente, soit pour développer de l'argumentaire commercial. Donc du coup, on a développé toute une série une structure qui permettait d'accompagner les entreprises sur leur stratégie d'innovation par l'usage et l'observation des utilisateurs des produits. Voilà. Pour vous replacer les choses. Donc du coup, aujourd'hui, on a mis en place un processus qui se détaille en trois grosses parties, qui reprennent un petit peu les structures déjà présentes dans vos entreprises, mais là c'est un œil externe. Une partie donc plutôt explorée, qui est plutôt justement l'observation et le décryptage des attentes et des besoins utilisateurs. On le fait par des études plutôt qualitatives auprès des utilisateurs, et puis aussi tout un tas d'outils pour faire de la créativité et développer de nouveaux concepts ou de nouvelles idées. Un deuxième pôle qui est plutôt sur la partie innovée, donc du coup c'est plutôt là où moi j'interviens, sur tout ce qui est mise au point de prototypes sortie cuisine ou de tests de produits auprès des utilisateurs. Et un troisième point, plutôt sur une partie de communication où on utilise l'ensemble des points vus précédemment, soit sur la partie explorée, soit sur la partie innovée, pour essayer de pousser le produit vers son marché en utilisant des outils de storytelling ou des outils comme du site web ou de l'éditorial, etc. Alors, sur la mutualisation d'outils d'exploration et de R&D culinaire, effectivement, là aussi, il y a des choses qui peuvent être mutualisées. Je comprends que ça peut être difficile à comprendre quand on est sur la partie R&D, mais je vais vous raconter quelques exemples qui nous ont permis de voir qu'on pouvait mutualiser les choses. Sur les études d'usage qualitatif, justement. Nous, on travaille sur des entretiens approfondis auprès d'utilisateurs professionnels ou des consommateurs, ce qu'on appelle les utilisateurs globalement. Et on en décrypte les pratiques, les représentations associées aux tendances de consommation, un segment ou un produit. D'accord ? Et ça nous permet d'identifier les contraintes, les attentes et de déterminer des axes stratégiques et des opportunités de développement. Et bien ça, c'est souvent des parties dans les entreprises qui peuvent être très très lourdes financièrement, parce que les études d'usage, quand on est sur de l'étude qualitative et qu'on va faire l'entretien en face à face pour essayer de creuser et d'approfondir les besoins et les attentes utilisateurs, c'est des choses qui prennent du temps. Il faut questionner beaucoup de monde, même si on est en qualitatif.
on va faire, je sais pas moi, une quinzaine d'entretiens, passer 2-3 heures avec des utilisateurs pour les questionner. Tout de suite, ça prend du temps, il y a une analyse derrière. Et on a en fait mis en place des études mutualisées où différents industriels peuvent, sur une question commune, se mettre ensemble pour réfléchir au sujet. Alors évidemment, on va fonctionner avec un tronc commun de questions qui correspondent à l'ensemble des questions que se posent différentes entreprises, et après on peut aller faire des morceaux un petit peu plus spécifiques pour chaque entreprise pour qu'ils puissent y trouver, eux, une orientation qui soit très liée à leur produit ou à leur marché. Et ça nous permet comme ça, en fait, de monter de très très grosses études pour comprendre un nouveau segment, un nouveau marché, un nouveau produit, et de pouvoir du coup mutualiser les moyens financiers pour arriver à une réponse qui soit plus profonde et plus globale. Donc en gros, ça veut dire que tout le monde arrive premier sur la ligne. Alors en fait, si vous voulez, il y a un tronc commun qui va permettre de mieux connaître, si on parle d'un nouveau marché par exemple, hein, si on parle par exemple du flexitarisme ou du végétarisme, c'est très à la mode, les entreprises se posent beaucoup de questions sur le consommateur flexitarien, et ils vont avoir, il y a des grandes questions auxquelles il faut répondre et qui seront communes à tout le monde. Par contre, quelqu'un qui fait du plat cuisiné ou quelqu'un qui fait de la viande, il ne va pas avoir les mêmes préoccupations et les mêmes questions à poser à ces consommateurs-là. Donc il y a un tronc commun qui va permettre de s'acculturer sur le sujet, et puis après, en fait, chaque entreprise a un questionnaire spécifique, et on questionne spécifiquement du coup les personnes sur ces données-là. Mais ça permet de lancer des études très grosse ampleur et de mutualiser les moyens au départ. Sur test, alors oui, je voulais faire un petit point là-dessus parce que il y a beaucoup de gens de la qualité, et en fait, bon, il y a des choses qu'on fait un peu de qualité aussi. On fait des tests culinaires, hein, des explorations d'usage et de fonctionnalité culinaire, du contrôle de conformité produit. Bon, je vais essayer de passer vite, hein. Vous aurez les supports, je suppose, je vous laisserai prendre ça. On va plutôt focuser sur la mutualisation des outils plutôt que sur les outils que nous on développe. C'est pas le sujet aujourd'hui. Sur la mutualisation des moyens, sur la partie R&D. Donc nous, en R&D, aujourd'hui, on peut intervenir à plusieurs titres, hein, soit pour faire ce que je vous disais du prototypage de nouvelles recettes, soit pour tester des produits auprès des utilisateurs. Quand on fait de la cartographie culinaire, la caractérisation des aptitudes culinaires d'un produit, ça aussi on peut le mutualiser, notamment en fait quand on est sur des émergences de nouveaux marchés ou de nouvelles filières où on ne connaît pas encore très bien en fait ce que le produit peut apporter au niveau culinaire ou au niveau voilà, dans un produit à vocation culinaire. On a participé par exemple à un projet collaboratif qui s'appelle Sans Algues. Je pense que certaines des entreprises ici présentes ont fait partie de ce projet-là. Et en fait, ce projet était un projet collaboratif où un pool d'industriels en fait, sont venus mettre des sous pour essayer de mieux comprendre quelles pouvaient être les applications culinaires des algues dans des produits alimentaires. Hein, algues en tant que légumes de la mer et pas fonctionnalité. Et du coup, les entreprises avaient besoin de s'acculturer sur comment on utilise les algues en R&D pour pouvoir les intégrer dans des produits alimentaires. Et on a du coup, nous, travaillé sur... alors, c'était des entreprises de secteurs non concurrentiels, certes, mais plusieurs entreprises agroalimentaires. Donc il y avait des gens des plats cuisinés, des gens des produits laitiers, des gens de la viande, voilà, c'était hors champ concurrentiel, mais pour autant ils attendaient tous des réponses sur qu'est-ce que je peux faire moi demain avec les algues dans mes produits alimentaires. Et on a travaillé nous en R&D sur du prototypage et sur de la cartographie d'usage culinaire pour apporter des réponses à l'ensemble de ces entreprises-là qui ont du coup pris ces résultats et ont pu les utiliser en les mettant au regard de leur marché et de leurs produits. Donc là aussi, on est sur des études où en fait on met des moyens en commun pour pouvoir en faire plus et permettre à tout le monde d'arriver à un socle commun de connaissances.
Voilà, donc on est là. Et après, sur les développements de recettes d'usage, alors ça c'est sur la partie plutôt communication. Nous, on a des outils de diffusion en fait de comment le produit se comporte en cuisine, et ça peut être de la production de contenu type photographie ou vidéo d'usage culinaire. Aujourd'hui, les entreprises, notamment celles qui ont des ingrédients à vocation culinaire, elles ont besoin de diffuser du contenu pour montrer quel est l'usage de leurs produits en cuisine. Et en fait, dans une recette, vous n'avez jamais un seul ingrédient, vous en avez toujours plusieurs. Et créer une recette, faire une photo par un photographe et la diffuser sur des sites internet, ça coûte des sous. Et on a des exemples en fait d'entreprises qui se sont mises en commun pour pouvoir en fait faire des recettes dans lesquelles il y avait un produit laitier, où il y avait de la viande et où il y avait, je sais pas moi, des fruits et légumes. Et du coup en fait, ça leur permet de créer un grand nombre de recettes et de les diffuser chacun après avec leur propre charte graphique, chacun sur leur site internet, et de mutualiser comme ça les moyens. Voilà. Alors j'ai essayé d'aller très très vite. Et voilà. Question, ouais. Est-ce que vous avez un de vos Je vais laisser la place aux questions. Est-ce que vous avez un de vos adhérents ici présent dans cette salle? Alors nous, on va parler de clients. Oui, on travaille beaucoup, enfin on a des gros projets avec Alto. Avec le premier rang. À son collègue, mais oui. Oui, voilà, sur la partie... Avec Laurent Mollard. Voilà, avec Laurent Mollard, exactement. Voilà, après... Ce serait pour avoir un témoignage peut-être. C'est une belle référence déjà. Voilà, non, mais pour... Alors là, on est vraiment là sur du dossier privé, sans mutualisation, là pour le coup. D'accord, oui. Là, c'est une utilisation, il y a une possibilité d'utilisation privée. Ah oui, on ne fait pas que dans la mutualisation, c'est-à-dire qu'on sait que sur certains sujets où, notamment les TPE-PME, ont peu de moyens à allouer, de se mettre à plusieurs, ça permet aussi de pouvoir accéder à des études ou voilà, des études d'usage qu'on ne pourrait pas faire seul. Une des questions que je soulèverais encore sur ce centre de mutualisation R&D, c'est quels sont vraiment les avantages, on l'a vu, non concurrentiels, puisque apparemment dès qu'il y a des études en commun, on est sur du non concurrentiel. Non, pas forcément en fait. Hein. Sur la partie Sensal qu'on a faite, oui, on avait fait le choix d'être sur du non concurrentiel parce qu'il y avait du développement de recettes. À partir du moment où il y a des développements de recettes, je dirais oui, il vaut mieux être hors champ concurrentiel parce que c'est difficile pour nous, hein, pour nous-mêmes, équipe, hein, de se dire que on essaye de mettre des cloisons pour apporter une réponse à chacun des participants. Donc, par contre, sur la partie études, à partir du moment où on définit tous ensemble un socle commun de connaissances, enfin de questionnement, et après, on les rencontre chacun individuellement pour qu'ils nous disent, voilà, moi je veux poser telle question parce que stratégiquement, moi j'ai besoin de répondre à ça, et du coup, chacun a sa partie. Donc après, là, ça peut être des concurrents, sauf que ils vont chacun poser des questions qui vont les amener à penser différemment, si vous voulez. Ma question n'était pas innocente, c'est quels sont les freins qui sont souvent exprimés par les entreprises par rapport à cette mutualisation qui est quand même assez personnelle quand on parle de recettes, de nouveaux produits. Mais en R&D, R&D, c'était propre. C'est ce qui différencie l'entreprise par rapport à ses concurrents. C'est pour ça que sur les sujets mutualisés en R&D, on est souvent hors champ concurrentiel. Là est la réponse. Après, nous, on a des clauses de confidentialité, bien évidemment. Les freins que vous expriment les entreprises. Quels sont aujourd'hui les freins qui vous expriment pour venir... Alors, c'est la problématique de confidentialité et de pouvoir effectivement, eux, avoir un temps d'avance par rapport à leurs concurrents. Donc, c'est pour ça qu'on propose plutôt là du hors-champ concurrentiel. Mais c'est la confidentialité et le fait, effectivement, comme vous dites, moi, je veux prendre un temps d'avance. Donc, si mes concurrents sont aussi dans le projet, on va tous prendre un temps d'avance de la même façon. Sauf que après, nous, on leur propose d'avoir des angles, des regards différents. En fait, on va avoir des entretiens, enfin des réunions de lancement très approfondies avec eux pour savoir dans quelle direction ils veulent qu'on pousse. En fait. Autre façon de poser la question, Fabrice, c'est vendre aux entreprises vos prestations. C'est facile ou c'est difficile? Les convaincre? Sur les prestations mutualisées? Oui. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que c'est une résistance culturelle oui, aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que aujourd'hui, les entreprises n'ont
pas cette habitude-là, Ah. pas du tout. Et effectivement, on construit des fiches projets et on essaye de les rassurer sur le fait que il y a un besoin de tous s'acculturer sur un sujet et qu'après, spécifiquement, on va pouvoir leur apporter des réponses à chacun. Et effectivement, on a besoin de les rassurer et ça passe par des entretiens, enfin par des longues réunions pour lancer les projets et en faire et en dresser les cadres. Hein, on a parlé au début des conditions d'achat, enfin des conditions générales de vente et de contrats d'achat. Nous, on signe des accords de consortium où tout est formalisé dans les accords de consortium sur justement où s'arrête la partie globale, enfin la partie transversale et où commence la partie spécifique pour chacun. Est-ce que vous avez des groupes de travail aussi qui disent, voilà, sur quoi, qu'est-ce qu'on pourrait amener comme nouveau marché, qu'est-ce qu'on pourrait amener comme nouvelle idée? Est-ce que c'est les industriels qui mutualisent un peu leur démarche d'innovation ou c'est vous qui les poussez à... Alors, ça peut être les deux cas. Il y a des sujets que l'on voit, nous, alors nous on a une vraie vocation aussi à se tenir très au courant des tendances et des signaux faibles qui émergent en alimentaire. Donc il y a des sujets que l'on prend à bras le corps et où on se dit que vraiment on sent que nos clients ont besoin de s'acculturer sur le sujet et là c'est nous qui sommes plutôt force de proposition sur des projets mutualisés sur ce sujet-là. Et puis d'autres fois où après on est très en relation avec tout un écosystème autour de l'agroalimentaire, Valorial, la BEA, etc. On se voit très très souvent et il y a effectivement des sujets qui émergent aussi des adhérents Valorial ou de nos propres clients et que l'on peut travailler en mutualisé aussi. Alors je vais être encore provocateur. Est-ce que vos clients vous sont fidèles ou c'est du one shot? Alors, en privé, nos clients sont fidèles. Après, ça dépend sur quel type de prestation. Hein, sur la partie stratégique et créativité, c'est souvent des prestations qui reviennent, on va dire, tous les ans et demi, parce que quand on lance un processus d'innovation avec une ligne stratégique, un pool, enfin, ça a besoin de temps pour se mettre en place. Après, sur tout ce qui est justement étude de cartographie d'usage culinaire des produits, ça peut revenir extrêmement souvent, puisqu'on a des clients qui reviennent tous les trimestres pour replacer leurs produits et pour vérifier en fait que leur produit est au rendez-vous des attentes ou des fonctionnalités qui sont mises sur les packs ou définies par la R&D ou la qualité, par exemple. La télévision, il y a d'autres questions, hein, mais il y a plein de questions. Y a-t-il des questions dans la salle? La salle doit s'exprimer aussi. Est-ce que vous avez une veille sur la matière première, l'innovation dans la matière première? Alors, Est-ce que vous apportez nous, on va avoir, oui, on fait de la veille permanente. Nous, on est abonné à un certain nombre d'outils. On fait de la veille permanente sur les matières premières et plutôt sur les matières premières à vocation, enfin, brutes ou à tendance culinaire, mais ce qui assez vite redescend aussi sur l'industrie. Et on croise aussi les deux regards, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort en industrie, qu'est-ce qui sort en cuisine, et de se dire qu'il y a peut-être moyen de faire des passerelles d'un côté comme de l'autre. Vous parlez d'outils de veille ou non, de veille? Première innovante. Oui, c'est ça. Je vais vous apporter des solutions. Oui, on fait une veille. Donc nous, on a des chefs de projet et on a des conseillers culinaires. Donc on n'a pas le même regard. Déjà, c'est toujours très intéressant. Et les conseillers culinaires, eux, sont abonnés à des magazines qui sont plutôt liés à la cuisine ou à l'agro, etc. Et nous, plutôt des magazines qui sont très agroalimentaires ou process. Et du coup, on croise nos regards beaucoup en fait sur des moments de réunion et sur des sujets que l'on définit là. En fait, de façon permanente, on a toujours 4 ou 5 sujets de veille que chacun explore. Voilà. Et ça peut être des sujets de veille sur des ingrédients, effectivement, hein, mais on fait aussi pas mal de veille sur par exemple, quels outils dans l'agroalimentaire pourraient être utilisés sur de la cuisine, ou qu'est-ce qu'on utilise en cuisine comme outil et qui pourrait être dupliqué sur l'agroalimentaire, par exemple.
Sur le fumage, par exemple, il y a des outils de fumage qui sont en train de sortir en cuisine, et on se dit que c'est intéressant de se dire comment on pourrait le projeter sur un outil industriel, ou vice-versa. L'ultrafiltration sur la partie Indus, comment on le met en cuisine. Les protéines grâce aux insectes, c'est quoi votre vision sur l'avenir de ce... On a eu une vision, on l'a un peu moins maintenant. Je crois que, sincèrement, les protéines végétales ont pris le pas sur les protéines de l'insecte. D'accord. Et on sent que la tendance est beaucoup plus présente et beaucoup plus pérenne que celle sur les insectes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en utilisera pas, si vous voulez, mais cet engouement énorme qu'il y a eu il y a 2 ans ou 3 ans là-dessus, je pense que... Ça retombe encore. D'accord. On reste vigilant. Les insectes. Toujours rester en veille. Ah ouais. Et vous utilisez la boule de cristal pour faire votre veille ou... Non, rarement. On utilise les utilisateurs beaucoup. Hein. Ah d'accord. Oui, parce qu'on fait de la veille sur les sites internet, sur des publications, mais on questionne aussi beaucoup. Et au-delà de la veille, est-ce qu'à un moment donné, vous parliez de beaucoup d'innovation, il y a une intuition, enfin, où vous captez des intuitions qui pourraient devenir, enfin, vraiment à l'origine d'une idée? Alors, j'aime pas trop le mot, enfin, oui. L'intuition c'est bien, il faut en avoir de l'intuition. Mais l'intuition elle vient toujours de quelque part, elle vient de la veille que vous faites. Nous on a la chance de travailler avec tout secteur. Alors je vais plutôt parler de vision d'avance, quelqu'un qui va trouver ce je ne sais quoi qui aura un succès. Coca-Cola, c'est facile, l'accident de labo ou quelque chose d'équivalent. Enfin, est-ce que vous stimulez ça? Comment vous le gérez? Alors nous, notre démarche, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que le consommateur ou l'utilisateur attend du produit de demain. Et on a des techniques de questionnement croisées qui nous permettent vraiment de nous projeter du coup sur... c'est de l'ethno-sociologie, c'est aller questionner, déconstruire les itinéraires d'usage pour essayer de comprendre ce que les utilisateurs attendent d'un produit, d'une filière, d'une façon de faire. C'est vraiment des techniques très particulières. Du coup, quel lien entretenez-vous avec les services achats pour prévenir informer l'attendant, dans une approche très stratégique, pour les prévenir aussi que les choses évoluent? Vous êtes en relation avec les services achats? Rarement avec les services achats, plutôt avec les services marketing et R&D. Voilà. Et la direction générale. Il y aurait une rupture dans la chaîne de... Non, ça ne veut pas dire que entre les fonctions d'entreprise? Non, pas du tout. Justement, nous on prône le fait que quand on lance un projet dans une entreprise, il faut que chaque fonction de l'entreprise soit présente dans le projet. Ça c'est sûr. Après, je vous dis, les points d'attache que l'on a nous sont plutôt la direction générale, la R&D ou le marketing. Mais après, quand on est sur des sujets d'innovation et où on est sur nourrissez notre pipe inno, on va demander lors de journées de workshop, par exemple, à ce que justement il y ait une personne des achats, une personne de la prod, une personne de la R&D, une personne, pour que chacun puisse amener sa vision, non pas ses contraintes, sa vision, pour travailler ensemble et puis ça permet d'emmener l'ensemble de l'équipe en fait dans ce processus d'innovation. Vous avez toutes les compétences pour vos études Cali, Quanti, etc. Alors pas de Quanti. Pas de Quanti, que du Cali? Oui, que du Cali. Et vous avez toutes ces compétences en interne ou vous êtes obligé de faire appel à des cabinets externes? Alors, on a globalement des chefs de projet qui ont la compétence sur l'innovation, mais par contre, on fait appel à des externes sur des animations, par exemple, de workshops ou de focus group ou de choses comme ça, parce qu'on ne peut pas tout faire. Question? Les choses sont claires? Bien, merci. On applaudit. Merci. Il n'y a même pas eu d'avertissement.